Bon, nous allons commencer. Je vous remercie tous et toutes d'être présentes ce soir pour notre 11e stand-up, avec un sujet un peu fou. Ils sont un peu fous à l'Iris, en fait. Bon, mais c'est un endroit de libre pensée, comme l'a dit Michel. Juste quelques mots avant de commencer. Qui est ce moi qui parle dans la phrase? Ce moi, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est toutes les personnes qui aujourd'hui sont préoccupées par les questions humanitaires au regard de la professionnalisation du secteur. C'est une question que vous devez vous poser. C'est une question centrale dans l'avenir de l'humanitaire. Et un dernier point, ce et alors. Ce et alors ne vise pas à être uniquement provocateur, mais bien à poser les enjeux et les conséquences qu'il y a aujourd'hui à considérer l'humanitaire comme un métier à part entière. Et pour nous éclairer sur le sujet, je laisse donc la parole sans plus tarder à Thomas Ribémont. Alors je dois le faire debout, hein, c'est bien ça si j'ai compris le principe. C'est le stand-up. Voilà, donc merci beaucoup Manuel, merci à Michele et à Sylvie de m'avoir invité ce soir, merci à l'Iris de nous accueillir. Bon, moi je vais essayer de ne pas être dans la provocation, mais j'ai pas pour habitude d'être langue de bois, donc sachez qu'au-delà de ce que je vais vous dire, s'il y a des questions, j'y répondrai évidemment sans détour. Je pense que la question qui nous est posée ce soir, en fait, repose une question très ancienne qu'avait déjà posée Max Weber dans Le savant et le politique, sur vivre pour la politique ou vivre de la politique. Et dans le fond, on peut se poser exactement cette même question à l'égard de l'humanitaire, vivre pour l'humanitaire ou vivre de. Et mon propos, il est assez simple, c'est que c'est un propos de Normand, finalement, c'est que c'est les deux, mon général, en gros. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de contexte qui est qu'au tournant des années 90, fin des années 80, début des années 90, eh bien, l'humanitaire, le champ humanitaire s'est professionnalisé. Alors pourquoi il s'est professionnalisé ? Il y a plusieurs éléments, me semble-t-il, dans cet effet de professionnalisation. Premièrement, ce que Michel Foucault remarquait déjà, c'est l'emprise de la rationalité technique. C'est qu'on est dans des sociétés de plus en plus technicisées et que ça suppose aussi des modes de rationalisation des modes opératoires des humanitaires. On est aussi, et Ulrich Beck le disait très bien dans son ouvrage La société du risque, on est dans des sociétés de plus en plus complexes, et aborder cette complexité suppose un certain nombre de compétences. Il y a un autre effet dont on parle peu et qui, à mon avis, est important, c'est l'introduction à la fin des années 1970 et plutôt 80 en Europe de ce qu'on appelle le New Public Management, c'est-à-dire l'importation de modes de management du privé, évaluation, gestion par objectif, etc., dans les institutions publiques. Or, ces institutions publiques, pour certaines, sont aussi des bailleurs de fonds des ONG. Et donc, du même coup, eh bien, ça rejaillit sur les ONG qui, aujourd'hui, eh bien, doivent monter des projets avec des bilans comptables extrêmement précis, avec un apport technique extrêmement important, et où, là encore, elles sont évaluées sur une forme de redevabilité qui a un caractère très technique. Donc je pense que cette dimension de New Public Management, les ONG n'y échappent pas. L'une des grosses tendances, et qui ne concerne pas que les ONG, au passage, ça concerne l'ensemble du monde associatif, c'est le recours croissant à l'expertise, notamment dans des activités de plaidoyer, par exemple. Et puis, il y a un autre effet de contexte. Alors, les personnes qui vont discuter avec moi en trouveront sans doute d'autres, des facteurs de contexte, mais il y a aussi l'effet de la juridicisation des sociétés. C'est un mouvement qui est très marqué depuis la fin des années 70, c'est qu'on constate que de moins en moins de questions de société et politiques échappent à un cadrage par le droit. Et donc ça rejaillit aussi sur les ONG, avec une prise en compte du risque juridique, l'utilisation de plus en plus importante de l'arme du droit. Et ça, eh bien évidemment, ça suppose des compétences spécifiques. Et donc ces compétences spécifiques, cette recherche nécessaire de compétences spécifiques pour répondre à ces grands enjeux de contexte, me semble-t-il, ont largement participé à la professionnalisation du champ. Et là, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que quand on recherche des compétences spécifiques, on est sur un marché de l'emploi. Et les compétences spécifiques, à un moment, ça se paye.
voire ça se monnaie. C'est le fameux mot du Moyen-Âge, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand on est sur un marché concurrentiel, eh bien, à un moment, la compétence se paie. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire qu'on fait carrière dans l'humanitaire. On fait carrière dans l'humanitaire. L'un des signes de ça, c'est que, et je vois plein d'étudiants ici et d'étudiantes, c'est qu'on s'y prépare à ces carrières. On s'y prépare et on a vu fleurir, depuis les années 90, nombre de formations de haut niveau, sélectives, sur les métiers de l'humanitaire, sur des champs précis des opérations humanitaires, la nutrition, la logistique et j'en passe, la santé publique. Et donc ça montre bien qu'il y a une clé, il y a un prix à payer, il y a un ticket d'entrée aujourd'hui dans la carrière humanitaire. Alors au passage, ça contribue à des effets secondaires, qui est qu'on constate, en tout cas me semble-t-il, à l'échelle européenne, on pourrait dire la même chose peut-être à l'échelle des États-Unis, par exemple, une forme d'homogénéisation des cursus de formation des acteurs de l'humanitaire. Or, et je vais vous refaire un tout petit peu de Pierre Bourdieu dans le texte, mais la théorie de la reproduction sociale, elle s'applique aussi à l'humanitaire. Hein. On ne compte plus le nombre de personnes issues des instituts d'études politiques, de Sciences Po Paris, de l'EDEC, de l'ESSEC, d'HEC, de l'école de santé publique, etc., qui entrent dans l'humanitaire. Or, qui rentre dans ces écoles? Tendanciellement, c'est statistique, il y a toujours des exceptions, fort heureusement, mais tendanciellement, des individus issus de milieux sociaux à fort capital culturel, fort capital économique et fort capital social. Et donc, l'une des tendances liées au fait qu'on fasse carrière et qu'on s'y prépare, eh ben, c'est une tendance à l'homogénéisation socio-culturelle des acteurs de l'humanitaire. Alors, deuxième élément, on fait carrière, eh bien, très clairement, on fait carrière avec une évolution de carrière dans l'humanitaire, avec des salaires dans l'humanitaire. Il y a des salaires importants dans l'humanitaire. Quand on exerce des fonctions de direction dans des grandes ONG, on a des salaires intéressants. Lorsque l'on est expatrié dans l'humanitaire, il peut y avoir, ne nous leurrons pas, à mon avis, ça fait sens d'essayer de déconstruire ça, parce qu'on agit jamais mieux que quand on arrive à s'objectiver soi-même. Mais par exemple, prenons le cas des expatriés. Quand vous êtes expatrié, vous avez votre salaire d'expatrié, mais sur place concrètement. Vous êtes nourri, logé gratuitement. Il y a d'autres services d'ailleurs au passage. Et chaque jour, vous avez un per diem. Concrètement, quand vous êtes expatrié, vous ne touchez pas la plupart du temps à votre salaire et vous capitalisez sur votre salaire. Si vous faites 10 ans d'expatriation, vous allez vous retrouver avec 150 000, 200 000 euros de côté quand vous rentrez. Donc, on ne peut pas mettre de côté cette dimension. Il y a aujourd'hui une forme de financiarisation, d'une certaine manière, de l'humanitaire. Alors, mon propos, je ne voudrais pas le réduire rien qu'à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'une question de salaire. On ne peut pas nier non plus que la sphère humanitaire bénéficie d'une certaine aura et que derrière, il peut y avoir des profits symboliques. Combien d'anciens humanitaires ayant occupé des fonctions éminentes, dirons-nous, ont aujourd'hui la Légion d'honneur, la médaille nationale du mérite? Et il y a des personnes pour qui ça a une portée symbolique extrêmement importante. D'autre part, quand on parle de construction de carrière, ce n'est pas seulement dans le champ humanitaire. Le champ humanitaire est une clé d'entrée pour bien d'autres carrières. C'est un cliquet pour aller au-delà. Combien d'anciens humanitaires aujourd'hui, et je peux en parler en connaissance de cause, puisque à ACF, on a des cas de cet ordre, combien d'anciens humanitaires font aujourd'hui des carrières diplomatiques? Il y en a un certain nombre. Combien d'humanitaires aujourd'hui travaillent chez des bailleurs de fonds et donc dans des gouvernements ou dans des organisations internationales? Avoir un pédigré humanitaire, c'est une clé d'entrée aussi dans ces structures. Un certain nombre d'humanitaires, après leur passage dans l'humanitaire, créent des boîtes de conseil.
créent des boîtes de conseil et, d'une certaine manière, marchandent, sans que ça soit péjoratif dans ma bouche, marchandent leurs services. Et puis, là encore, au-delà même des ONG, mais finalement, ça pose la question de l'engagement associatif de manière plus générale. Combien d'anciens leaders du mouvement humanitaire, du mouvement associatif, aujourd'hui occupent des fonctions politiques éminentes? Et je vous en parle très librement, si je prends par exemple le cas d'SOS Racisme, où un certain nombre de leaders sont passés par l'université où j'enseigne, voilà, que sont-ils devenus? Ça ouvre des portes en politique. Alors, je ne vais pas vous refaire un cours, surtout que j'ai fait un cours ce matin à certains étudiants de l'IRIS sur la théorie de Mancour-Olson, sur la question des incitations sélectives positives, mais c'est tout à fait ça. Alors, au-delà même, c'est assez intéressant quand on parle de carrière et de professionnalisation, c'est que les tendances que j'essaye de vous écrire ont généré une économie parallèle aux ONG elles-mêmes. C'est-à-dire que il y a un véritable marché de l'humanitaire au sens où les ONG sous-traitent aussi à des structures. Et donc, ça crée de l'emploi. Ça crée aussi des poches d'intérêt potentiel sur le plan économique. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu le désenchantement du monde. On se dit, le fameux truc de sens commun avec Robert devant son ballon de blanc à 8h du matin au Balto, c'est toujours intéressant, ça donne le pouls de la France, ou l'émission de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, bref, tout se pourrit. Ce qui se pose, c'est la question, dans le fond, et qui est une question que se posent pas mal d'étudiants, c'est est-ce qu'un engagement désintéressé est possible? Est-ce qu'un acte désintéressé est possible? Honnêtement, je n'ai pas complètement la réponse. Je pense qu'on peut passer par la philosophie et les théories d'Emmanuel Kant sur l'impératif catégorique, l'acte moral en soi. Je suis peut-être un peu trop sociologue pour y croire. Moi, je pense que ce qui m'apparaît moral n'est pas nécessairement ce qui apparaît moral à Michele, et que c'est le produit potentiel de notre socialisation. Puis je crois assez à ce que dit Pierre Bourdieu, lorsqu'il dit dans ses méditations pascaliennes que finalement, il y a toujours un intérêt au désintérêt, ne serait-ce qu'en termes d'estime de soi, de construction identitaire. Et si finalement, s'engager dans l'humanitaire, ça participait de notre construction intime, de notre identité, de notre estime de nous-mêmes. Alors, dès lors, est-ce qu'on peut penser que l'estime de soi, que cette construction identitaire, c'est déjà un acte intéressé? Alors une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être nuancer. Parce qu'à un moment, vous allez me dire, oui, vous êtes bien gentil, mais on ne s'engage pas sur n'importe quelle cause, à n'importe quel moment. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé sur la lutte contre la faim dans le monde et que vous n'êtes pas engagé sur les droits de l'homme ou ce type de choses? Je nuancerai déjà. Je nuancerai parce qu'on constate, et c'est là aussi qu'on fait carrière, une volatilité aussi en termes d'engagement. Le sociologue Jacques Hion parlait de la fin des militants et mettait en avant l'idée d'un engagement de plus en plus à la carte. Combien d'acteurs humanitaires passent 3 ans dans une ONG, puis après dans une autre association, puis après dans une autre ONG, etc. Donc il y a des effets de passerelle et de volatilité. Moi, je pense que néanmoins, en dehors de cette nuance sur la volatilité, je pense que si on s'engage, il y a des raisons. Et ces raisons, on doit les trouver dans notre parcours biographique. On doit les trouver dans quelque chose d'intime. Et ça renvoie tout simplement à la socialisation politique. Qu'est-ce qui fait que dans mon parcours biographique, j'ai à un moment ou un autre déjà été socialisé à l'idée d'engagement? Qu'est-ce qui fait que dans mon parcours biographique, j'ai été plus sensible à telle ou telle cause? Et là, ça devient intéressant. Là, on commence à toucher du doigt des logiques d'engagement qui ne sont pas toujours conscientes, finalement, parce qu'on a intégré un certain nombre de normes. Si je ne vous donne que mon exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je me suis engagé? Puis je commence à rechercher les fils, et puis je m'aperçois, tiens, j'ai des parents profs qui étaient militants, anciens 68ards, qui ont fait le Larzac, qui m'amenaient sur les manifs avec eux. Est-ce que finalement, dans mon propre passé, dans mon propre parcours biographique, il n'y a pas quelque chose qui, de manière plus ou moins consciente, a irrigué mon engagement? Et donc,
je ne sais pas si l'engagement moral en soi existe, mais j'ai l'intime conviction que nos engagements ont quelque chose qui renvoie justement à l'ordre de l'intime. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas pour cette mise en perspective sociologique qui va bien au-delà, puisqu'on vous nous avez montré que l'humanitaire était un métier à part entière qui répondait à l'évolution du monde tel qu'on le connaît, mais qu'il y a bien plus dans l'engagement qu'uniquement ce côté-là. Et je pense qu'Alain, excuse-moi encore une fois, je pense qu'Alain va pouvoir nous éclairer aussi sur les spécificités du métier, parce qu'on peut bien parler de métier humanitaire. Oui, merci Manuel, merci Michel Mayetta aussi. Non, parce que je voulais dire Michel. Donc Manuel et Michel pour ce stand-up sur ce sujet, parce que ça va nous permettre voilà, d'en débattre et peut-être d'avoir les idées plus claires en sortant. Alors d'abord, évidemment, je simplifie. Humanitaire, ça veut dire plutôt urgence. Ça veut dire faire face à des populations en danger dans des situations de guerre et de catastrophe. Ça veut dire, si possible, sauver des vies. Ça veut dire répondre à des besoins vitaux. Ça veut dire boire, manger, être abrité et soigné dans des conditions extrêmes. Voilà. Donc c'est de ça dont on parle principalement. Intéressant, c'est de mettre cette question, heureusement provocatrice d'ailleurs, en rapport avec l'endroit d'où nous venons et où nous allons. Alors d'où venons-nous? Moi, je voudrais vous raconter une histoire qui est celle-ci. En 1980, quand je me suis engagé dans l'action humanitaire, je suis parti avec quelques amis en Afghanistan pour apporter de l'aide. Quand je suis arrivé au Pakistan, j'ai vu que l'essentiel du dispositif international était déployé auprès des réfugiés, que ce soit les Nations Unies, le CICR, enfin les agences, le CICR, les ONG. Il y avait beaucoup de réfugiés, il fallait leur apporter des secours. Mais d'autre côté de la frontière, en Afghanistan même, là où était la guerre, là où vivaient encore 17 millions d'Afghans, eh bien, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que c'était pas autorisé d'y aller, c'était dangereux, et il n'y avait pas de financement. Et donc, ce qu'on a appelé le mouvement sans frontières, Médecins sans frontières à l'époque, Médecins du monde, Aide médicale internationale, nous-mêmes, et d'autres, très peu, on a dit qu'il va falloir aller de l'autre côté, parce qu'il n'y a personne. Et c'est ça le grand changement qui a émergé dans l'action, et pas dans la réflexion, dans l'action, qui a changé complètement la donne de l'aide humanitaire internationale, en disant de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin de secours, ne pas les secourir, c'est non-assistance à personne en danger. Et on va y aller sans visa, clandestinement, illégalement, on prendra des risques parce qu'il y a des gens en danger à qui il faut apporter des secours. Vous voyez, ça semble très simple, ça s'est fait dans l'action et ça a complètement révolutionné l'aide humanitaire internationale dans les 10 ans qu'on suivit. Au point que ECHO, la direction générale ECHO, vous connaissez, qui est née en 1992, elle est née finalement du plaidoyer de ces associations qui ont fait le tour du monde pour expliquer qu'elles agissaient dans des pays où il y avait des populations qui avaient des besoins et que personne n'aidait. Et je voudrais simplement le signaler qu'à l'époque, les volontaires humanitaires, en tout cas de ceux de Solidarité Internationale qui partaient, non seulement ils étaient bénévoles, mais quand je les avais sélectionnés, je leur disais, vous allez trouver l'équivalent de 15 000 € chacun, parce qu'on n'a pas d'argent, personne ne nous soutient. Et puis après, on va organiser une mission. Et quand ils partaient à pied, ils partaient à 2, ils partaient 3 mois, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de 4x4, c'était dans les montagnes, ils partaient avec des combattants pour rejoindre des populations de zones qui avaient été l'objet d'offensives soviétiques, avec des destructions de villages, des destructions des blessés, des morts, etc. Donc, voilà d'où l'on vient. Et ce mouvement, il a profondément modifié l'aide humanitaire internationale. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus un pays en guerre où il n'y a pas d'aide humanitaire. Même au Darfour, même en Corée du Nord. C'est difficile, mais cette exigence est devenue une obligation, même pour les pouvoirs les plus opposés finalement au déploiement d'une aide humanitaire sur leur territoire. C'est un standard qui est quasiment incontournable. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive partout comme il faut, évidemment. Donc au départ, tout le monde était bénévole, tout le monde cherchait des fonds pour y aller, quand on allait dans ce type de pays. Hein. Évidemment, au Pakistan, on avait des financements des agences des Nations Unies ou des institutions. Mais il a fallu 10 ans pour obtenir des financements pour l'Afghanistan, mais c'est vrai dans d'autres pays analogues. Il y a eu un moment où ça a changé pour beaucoup d'associations, c'est le tournant des années 1992-1995, donc c'est entre
la guerre civile en Bosnie-Herzégovine et le génocide au Rwanda, où nous, en tout cas, Solidarité Internationale, on est passé du bénévolat complet à un volontariat indemnisé. Donc les personnes recevaient des indemnités parce que il nous fallait rester dans la durée, il nous fallait plus de volontaires, et c'était le moyen d'y arriver. Et puis dans les années, le grand tournant, ça a été les années 2000, 2002-2005, c'est au moment de la guerre au Kosovo, c'est au moment, c'est le tsunami, fin 2004, début 2005, où là on est passé au salariat. Ça a été progressif, ça s'est fait sur une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début on menait des actions ponctuelles, hein. Et puis on a appris, et puis on a voulu rester, et puis il fallait rester. Et pour rester, on n'est plus dans le bénévolat, parce qu'on part, un contrat de volontariat sur Solidarité Internationale, c'est 1 an, hein, la référence, ça peut être moins, ça dépend des programmes également. Enfin, c'est dans la durée sur des compétences, parce que l'objectif c'est l'efficacité naturellement. Donc, si on est passé au salariat, c'est simplement parce que il y avait nécessité de le faire. C'était pas un choix, c'était simplement une obligation pour avoir des personnes plus nombreuses, dans la durée, avec des compétences, pour être plus efficace. Donc, ça c'est fondamental. Et puis je voudrais prendre une comparaison, parce que je crois qu'on peut dire que nous sommes tous des enfants d'Henri Dunant. Henri Dunant, il a inventé la Croix-Rouge sur le champ de bataille de Solferino en juin 1859, sauf erreur. Pourquoi? Parce que les blessés de guerre à l'époque n'étaient pas soignés, ils étaient abandonnés. Eh bien nous, finalement, on est né sur cette idée de dire, finalement, où que les personnes se trouvent, dès lors qu'elles sont en danger, on doit les secourir. C'était pas la norme des relations internationales, c'était pas la norme des institutions. Nous, quand on rentre en Afghanistan clandestinement, on nous prenait au mieux, pour des aventuriers ou pour des idéalistes. Au mieux. Et puis en disant, on a réussi à faire bouger les choses. Vous savez, c'est le fameux droit d'ingérence, cher à Bernard Kouchner. Après, on en pense qu'on veut, il y a tout un débat sur le droit d'ingérence. En tout cas, c'était une ingérence humanitaire pour sauver, secourir des gens qui en avaient besoin. Alors, le grand mot, aujourd'hui, dans l'aide humanitaire, mais ça a été cross-border, vous savez, donc c'est ça, c'est le sans-frontiérisme. Mais en fait, aujourd'hui, on parle d'accès. Donc, c'est l'accès à des victimes. Et la question, c'est comment fait-on vivre l'accès? C'est quoi notre mission par rapport au carriérisme et par rapport à l'engagement humanitaire? J'étais, il y a quelques années, au Darfour, et j'étais très surpris de rencontrer des volontaires, enfin en tout cas on dit aujourd'hui des expatriés, d'associations humanitaires, qui semblaient penser que l'existence de principes humanitaires leur donnait le droit d'accéder aux victimes, aux populations malmenées dans cette guerre civile du Darfour, et quand ils n'y arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait, parce qu'en fait les principes ne s'appliquaient pas. Et la décision que nous avions, c'était, je leur disais, mais c'est vous qui devez faire vivre les principes. Si vous voulez aller au Djebel Mara, passer tous les checkpoints, vous allez prendre des risques, ça va être difficile, mais c'est vous qui faites vivre les principes. Donc c'est vous qui permettrez l'accès. Alors prenez des risques, maîtrisez-les, et c'est comme ça que vous accéderez aux populations qui ont besoin de secours. Les principes, c'est vous qui les portez. Ce n'est pas les principes qui vont vous ouvrir la porte, c'est vous qui allez ouvrir la porte aux principes mis en œuvre sur le terrain. Donc pour amener cette question du carriérisme, aujourd'hui face à des crises auxquelles on est confronté, je prends l'exemple d'Haïti, le cyclone Matthew, notre équipe sur place nous a rapporté des témoignages de victimes. Il y a 175 000 personnes qui se sont retrouvées sans maison, sans bétail, leur culture et leurs réserves aussi, puisque ont été dévastées, plus d'eau potable, le risque de crise de choléra. Donc non seulement on est en urgence, mais elle va durer longtemps. Des gens qui disent, mais j'ai tout perdu, qu'est-ce que je vais devenir? Des gens qui disent, j'ai plus rien à manger, j'ai plus rien à boire. Alors quand on confronte, vous voyez, des choses comme celle-ci, sur les terrains où nous sommes, avec la question de l'engagement humanitaire et du carriérisme, je crois que la question du carriérisme, elle est vite réglée. Elle est vite réglée, parce que si on y est pour ça, d'abord on s'est trompé probablement d'endroit, parce que c'est pas là qu'on fait carrière, et puis ça ne peut pas marcher face aux populations auxquelles on est confronté. C'est la même chose en RCA. À Kagabongoro, dans le nord du pays, il y a eu des affrontements qui ont débouché sur le déplacement d'une dizaine de milliers de personnes qui étaient déjà déplacées, qui se retrouvent dans un autre site. Il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas d'accès aux toilettes, il n'y a pas d'accès à l'hygiène. Il faut ramener tout de suite 50 000 litres par camion d'eau potable tous les jours, parce que sinon, c'est les maladies qui démarrent et la mortalité qui explose. Il faut ensuite faire des forages. Bon, voilà.
Et là aussi, vous êtes confronté à des gens extrêmement démunis, qui ont déjà été chassés de leur village, qui ont tous subi des exactions, qui sont à nouveau chassés du camp de déplacés où ils sont, du fait des combats entre les différentes factions. Si vous êtes carriériste, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Quelle relation avez-vous avec ces gens qui ont tout perdu? Vous êtes là parce que vous l'avez voulu, parce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose d'utile pour eux, à un moment de leur vie où ils sont non seulement le malheur, la souffrance, et peut-être dans des situations encore bien pires encore. Au Nigeria, j'ai rencontré un de nos volontaires qui rentrait du nord Nigeria, de Maïdougouri, qui dit non seulement les gens ont peur, parce que vous savez, il y a les exactions de Boko Haram, mais il n'y a pas seulement ça, il y a le fait qu'il y a une véritable famine, et qu'on revoit les mêmes images que celles qu'on a pu connaître en Éthiopie, si ça vous rappelle quelque chose, en 1982. Les enfants, les côtes saillantes, le regard vide, plus envie de vivre. Le carriérisme dans ce type de situation, quel sens il a? Enfin, quelle logique a-t-il? Donc, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la vraie logique de l'action humanitaire, c'est de dire on a un engagement pour des personnes en danger, et c'est pour ça qu'on va prendre des risques, mais c'est aussi pour ça qu'on doit être efficace. Parce que, compte tenu des besoins qui sont les leurs, chaque euro doit être optimisé. Donc il faut qu'on soit efficace. Donc bien sûr, c'est la question de la professionnalisation, qui n'est pas une question nouvelle, ça fait 20 ans qu'on en parle. Donc la question de la professionnalisation, c'est tout sauf nouveau. Le problème, c'est oui, soyons efficaces, bien sûr, soyons professionnels, bien sûr, il faut des salariés, mais ça, c'est pas du carriérisme. Vous voyez, la différence entre carrière et carriérisme, ça change tout. Il y a d'ailleurs des gens qui font carrière, et c'est tant mieux, ça n'a pas toujours été possible, ça l'est maintenant. Il y a des gens qui font des césures, il y a des gens qui viennent du monde professionnel avec des compétences, puis qui repartent, ou des gens qui viennent de l'humanitaire et qui vont en entreprise, et finalement, pourquoi pas. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les salaires, Thomas en a parlé, mais à l'expatriation, quand vous êtes dans une entreprise, à l'expatriation, quand vous êtes à l'ONU, ou quand vous êtes à la Commission européenne, croyez-moi, ce n'est pas les mêmes salaires, ni les mêmes conditions de vie, hein, ni les mêmes horaires de travail. Voilà. Donc, effectivement, il y a des salaires, et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas ce dispositif, et ça il faut que ça fonctionne, mais voilà, il faut remettre les choses, je dirais, les considérer de manière comparative. Donc, moi j'aurais tendance à dire, si certains sont carriéristes, il ne faut pas qu'ils se trompent. Il ne faut pas qu'ils se trompent de direction, il ne faut pas qu'ils se trompent de choix. Il faut qu'ils aillent vers des banques, il faut qu'ils aillent vers des multinationales, qui par ailleurs peuvent répondre à des besoins, être efficaces. Elles créent de la richesse, elles créent des services, et le développement en a besoin. Hein. Mais sûrement pas dans l'humanitaire. Je voudrais dire aussi que l'humanitaire, on l'a toujours, c'est un des leitmotifs de l'école Bioforce, qui est sans doute plus diversifié d'ailleurs en termes de recrutement que les masters ou d'autres filières. C'est savoir-faire, donc ça c'est le professionnalisme, c'est savoir-être. Et savoir-être, c'est d'abord vis-à-vis des membres d'une équipe d'action humanitaire, mais c'est vis-à-vis des populations. C'est vis-à-vis des populations. C'est comment les regarde-t-on, comment coopère-t-on avec elles, comment elles peuvent contribuer par ce qu'elles nous disent à définir, à répondre à des besoins. Savoir-faire et savoir-être, ça c'est un binôme fondamental. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce dont on parle, c'est très important. Vous voyez, on est parti de l'engagement humanitaire, je terminerai là-dessus, qui a fondé tout le mouvement sans frontières, en disant tous les gens qui ne sont pas accessibles à l'aide alors qu'ils en ont besoin, parce que ça ne se fait pas, parce que c'est interdit, parce qu'il faut des autorisations qu'on n'aura jamais, eh bien on a dit on va s'en dispenser nous-mêmes, on a décidé de le faire nous-mêmes, on n'était pas nombreux, et puis ça a changé, je dirais, ça a changé non seulement l'aide humanitaire dans les 10 ans qu'on suivi, mais je pense même que ça a contribué à changer les relations internationales, en tout cas les faire évoluer. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas de dire, voilà, à l'époque, on était bénévole, maintenant on est salarié, avant c'était bien, maintenant c'est pas bien. Non, non. On est humanitaire, on doit être efficace, et on peut faire carrière. Le problème, c'est d'avoir un engagement, et de ne pas le faire par carriérisme. Parce que ça n'a rien à voir avec le métier que vous exercerez, qui est celui d'humanitaire aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'époque, on a inventé quelque chose qui n'existait pas, on a défriché, on a fait un travail de pionnier, mais aujourd'hui, ce travail reste à faire. La question de l'accès, regardez Alep, la question de l'accès, elle est toujours posée. Il n'y a pas d'accès idéal, c'est souvent difficile et dangereux. Et puis on est face à des défis, je termine là-dessus, absolument colossaux, qui sont ceux de la démographie, qui sont ceux de la pauvreté, qui sont ceux d'atteindre ou pas les objectifs de développement durable, qui sont ceux des préoccupations identitaires, qui sont des réalités. Et tout ça, c'est des défis colossaux face auxquels les humanitaires auront à faire beaucoup plus demain
qu'hier. J'irais même beaucoup plus loin que ça. C'est que je pense, en tant qu'humanitaire de terrain, on perçoit des changements, on perçoit des défis, on perçoit des drames qu'il faut rapporter aux instances politiques qui en sont très éloignées pour que les moyens nécessaires soient mobilisés pour faire face aux besoins de ces populations qu'elles se trouvent. Merci. Merci beaucoup Alain d'avoir réaffirmé cette conviction qui doit être à la base de tout engagement. Je retiendrai un mot dans ce que tu as dit, c'est cette opposition entre carrière et carriériste. Et je pense que ça, c'est le lot quotidien d'Alexandre, donc il va pouvoir nous éclairer sur le sujet. Bonsoir Alexandre, contradicteur. Avant de vous donner mon point de vue de praticien, puisqu'effectivement ça fait longtemps que je travaille dans une ONG et que je travaille au département des ressources humaines, donc je suis en contact avec les populations qui travaillent dans le secteur, des gens qui sont dans une démarche d'entrée, les impétrantes, des gens qui travaillent depuis longtemps, des gens qui essayent d'en sortir, des gens qui continuent. Je vais commencer par parler de quelqu'un que je connais bien, moi. Alors je le connais pas parfaitement, mais c'est celui que je connais le mieux, donc c'est l'exemple que j'ai choisi. Donc je m'appelle Alexandre, je vous l'ai dit. J'ai envie de vous parler du démarrage. Pour moi c'est 2006, donc ça remonte un peu moins loin qu'Alain, mais c'est ça la richesse aussi du débat. 2006, j'ai décidé de faire des études littéraires. J'ai les moyens d'être en Cagne à Paris, bien au chaud dans un lycée parisien, et puis j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus concret. Je suis dans les idées, ça me perturbe un petit peu. Je trouve que le monde va pas très bien, j'ai envie de m'engager, alors je fais comme beaucoup de jeunes, un chantier de jeunesse. Quelques-uns d'entre vous en ont peut-être déjà fait, les chantiers de jeunesse. On pourra en parler si vous voulez, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais je suis vraiment prêt à en parler si vous voulez. Ce chantier de jeunesse, pour moi, est une grande déconvenue. Je me retrouve en face de populations qui n'avaient pas vraiment demandé à ce que je sois là. J'ai absolument rien à apporter, j'ai aucune compétence. Je me retrouve dans un dispensaire où il y a notamment une femme qui meurt en couche. Et moi, j'ai 20 ans. Bon, c'est un peu raide. Je considère que, à cette époque-là, en tout cas, de la démarche que je fais, c'est ça m'intéresse ce secteur. Je dis pas ça à l'époque. Je dis juste, ça m'intéresse de travailler avec des populations différentes, avec une culture différente, des gens qui probablement vivent quelque chose d'injuste, ça me parle, c'est mon truc. Par contre, c'est la dernière fois que j'y vais pas outillé. Donc du coup, je décide de me former. 8 ans après, aujourd'hui donc, 10 ans même après, je suis responsable RH chez Première Urgence Internationale. Je dirige une équipe de 8 personnes qui recrutent et qui affectent les expatriés sur les terrains. Je gère les carrières de 200 personnes à l'expatriation. Je m'occupe de la formation, de la communication RH, des relations avec les écoles, des stagiaires, des chefs de mission, des personnes qui font du gap filling sur le terrain. J'ai un gros poste. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je considère que je ne suis pas outillé et le moment où j'ai ce poste-là ? Je décide de me former, je vais au 3A, je fais donc l'école 3A, et puis je décide d'intégrer une ONG, j'y arrive, je rentre en stage chez Première Urgence, on est donc en 2009, et puis je pars sur le terrain. Sur le terrain, je trouve pas spécialement ma place à ce moment-là, c'est pas exactement ce qu'il me faut, en tout cas à ce moment-là, puisque je m'étais formé pour être expatrié, et puis je me rends compte que je me sens pas si bien que ça, je me sens pas si utile que ça, j'ai pas l'impression que ça mobilise les compétences que je suis prêt à donner. Alors je reviens, j'intègre le siège, parce qu'à cette époque-là, j'ai aussi la chance de pouvoir intégrer un siège, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis depuis, en fait, j'y suis toujours. J'ai gravi progressivement tous les échelons disponibles au sein du département des ressources humaines de cette ONG. D'abord des tout petits postes, et on commence comme ça, c'est tout à fait normal. Je faisais des contrats de travail, je remplissais des tableaux de prise de congé pour les expatriés. Et puis, au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons, probablement par tactique, par calcul. Je me suis placé quand il fallait, j'ai dit ce qu'il fallait quand il fallait, j'ai mobilisé les compétences qu'il fallait au moment où il fallait pour que les gens le remarquent. J'ai montré que j'étais capable d'avoir plus de responsabilités. J'ai probablement même à certains moments joué des coudes pour obtenir une place, parce que je considérais que ça me convenait mieux. C'est probablement ça l'enjeu, on va en parler après, mais se servir, c'est problématique que si c'est pas au service de quelque chose. Si c'est au service de soi-même, ça devient stérile, ça devient effectivement du carriérisme qui n'est pas accroché à un projet. Aujourd'hui donc, est-ce que moi je suis carriériste ? Bah peut-être, c'est à vous d'en juger. Est-ce que je suis ambitieux ? Ça c'est certain. Et est-ce que je suis un atout pour mon ONG ? Ça moi j'en suis certain. Encore plus certain encore. C'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. C'est d'arriver à déterminer
quelle est la différence entre celui qui a de l'ambition et celui qui la met au service d'un collectif? Parce que si on a de l'ambition et qu'on la met au service d'une structure, qu'on la met au service d'un projet, d'une équipe, d'une mission, alors on est en train de servir quelque chose en fait. Et donc c'est pas forcément problématique. Que ce soit dans l'humanitaire et dans celui qu'a raconté Alain, qui effectivement est plein de sens et qu'il faut pas oublier, puisque ça comporte d'autres risques de se perdre dans de perdre ce sens-là. Moi je considère en tout cas que ce service donné à l'ONG, probablement, est une forme d'engagement depuis la France, et que ça fait pas forcément de moi un requin ou quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un qui est loin de ce que veulent les populations bénéficiaires. Pour l'introduction, je termine, j'en suis certain, j'ai calculé tout ça, j'en avais envie. Je savais que j'avais envie d'un poste avec des grosses responsabilités, avec de l'influence, avec un poids dans la structure. Je considérais que les capacités qui sont les miennes, ma vision sur certaines choses, pouvaient apporter à l'ONG dans laquelle je travaille. Pour moi, c'est pas vraiment un souci. Plutôt que de dire et alors, moi j'ai envie de vous dire pourquoi. Je vais vous donner maintenant un point de vue de praticien. Ça fait des années que je recrute des expatriés, donc j'en vois toutes les semaines, en entretien parfois, à évaluer leur capacité à aller sur le terrain, leur capacité à évoluer. D'autres, c'est juste des passages, ils reviennent, ils repartent, je les croise, on peut discuter un petit peu à la machine à café. Je viens sentir, en fait, c'est une pratique quotidienne du monde expatrié. Alors je vais vous donner quelques éléments qui, selon moi, peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui on a un sujet comme ça et que c'est une vraie question, effectivement. D'abord, il y a une évolution dans l'environnement. Il y a une évolution dans le secteur humanitaire. Alain a fait un rappel général sur le secteur. Il a mis énormément d'émotions, énormément même de pathos dans toute cette histoire. Oui, c'est très important parce que c'est le terreau dans lequel on travaille effectivement. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup moins d'espace pour l'expatrié humanitaire aujourd'hui. Tout ce qu'Alain vous a raconté sur ses débuts et sur tout ce que vit un expatrié, à mon sens, existe un petit peu moins aujourd'hui. On a appelé à une époque ça les cow-boys de l'humanitaire, ceux qui pouvaient un petit peu amener directement, prendre beaucoup d'initiatives. C'était essentiel pour l'époque et ça a vraiment, c'est un terreau dans lequel moi je m'inscris aussi et qui a bercé, on va dire, toutes les histoires que j'entends depuis des années dans un secteur où j'arrive tardivement par rapport à beaucoup de gens. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cadres. Aujourd'hui, un expatrié, même médecin, est soumis à beaucoup plus de règles. C'est plus un métier dans lequel on se réalise comme on se réalisait avant, dans lequel on partait en étant quelqu'un, on revenait en étant quelqu'un d'autre parce qu'on avait découvert une forme de liberté. On avait pris effectivement son sac à dos, on était parti. Quelques-uns d'entre vous ont sûrement lu Checkpoint de Ruffin. Bon, mais en tout cas, dans ce bouquin-là, on voit aussi que bon, on part en mission. Et puis, allez, on voit ça la prochaine fois, tu te débrouilles, il n'y a pas de siège, tu dois prendre des décisions, ça marque pour une vie. Cette image-là, à mon sens, elle est quasiment terminée. La personne qui se réalise en mission, qui est dans son cadre, elle existe encore un petit peu, mais beaucoup moins. Ça donne un impact fort, c'est que... ça donne que... moi, je pense que les gens s'éloignent un petit peu du sens naturellement, parce que ces postes-là sont moins liés aux bénéficiaires, ils ont moins le contact direct avec la population bénéficiaire. Pour n'importe quel poste, même l'infirmière ou le médecin d'MSF qui est directement en contact avec le bénéficiaire. Alors, chez Solidarité, je pense pas dire de bêtises, chez Première Agence, c'est sûr, on est au contact du bénéficiaire, on n'est pas dans le soin par exemple dans la santé, on est plutôt dans la transmission, dans la montée en compétences d'équipe. On n'est pas en train d'appuyer sur une plaie ouverte, de dire ça saigne pas, il y a un corps étranger, il n'y a pas un corps étranger, j'appuie pas. Ça, c'est pas des choses qu'on fait aujourd'hui. On est plutôt dans un travail, j'exagère quand je dis de bureau, mais un petit peu quand même. Et puis autour de ces métiers directement liés aux bénéficiaires, vous avez également tous les métiers autour. Tous les supports. Et moi, je suis un spécialiste des supports, puisque je suis dans les RH, je ne suis pas du tout un humanitaire de terrain. Les métiers supports, ils existent depuis longtemps, les logisticiens, les administrateurs, ce que vous voulez, il y en a depuis très longtemps. Mais ces postes-là sont éloignés du sens concret qu'on nous vend en disant l'humanitaire, c'est sauver des vies. Oui, le logisticien, il participe à sauver des vies. Le responsable RH qui a les fesses posées à Paris, il contribue aussi à sauver des vies, mais il est beaucoup plus éloigné du sens. À ce moment-là, moi, je pense que c'est aussi un terreau pour une forme de carrière et une forme de calcul, parce qu'on n'est pas dans la répétition peut-être addictive à l'adrénaline de sauver une vie, si je simplifie les choses. Vous avez également
une autre évolution, celle de la société. Alors je ne suis pas sociologue, donc je vais vous donner des éléments à l'emporte-pièce, mais moi ça me dérange peu. Il y a des générations qui évoluent, génération Y, génération Z. Je ne suis pas spécialiste du sujet. Moi, ce que je comprends de ces gens-là qu'on voit aussi, puisque je recrute aussi beaucoup de stagiaires, c'est des gens qui ont toujours connu la crise. C'est des gens qui sont très inquiets du chômage, parce que le chômage est très élevé aujourd'hui. C'est des gens pour qui la solidarité, c'est quasiment mainstreamé dans leur culture. Peut-être que les réseaux sociaux rendent les gens beaucoup plus conscients aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde. Faire de la solidarité, c'est pas non plus un acte si militant que ça aujourd'hui. Tout le monde en fait, ou on en voit partout. Il y a beaucoup de jeunes qui sont bénévoles. Ça veut pas dire qu'on fait tous des choses, hein. Mais ça c'est mainstream, et l'écologie c'est un sujet de préoccupation naturelle chez les 15-25 ans. Cette génération, elle est pas la même que celle qui faisait l'humanitaire avant, qui, quand elle s'engageait, se mettait en faux d'une société. Aujourd'hui, ça fait partie un petit peu de tout ce qui peut se faire. Cette génération, elle a aussi des attentes, des besoins. Mon travail avec toute l'équipe et en tout cas tous les services des ONG, c'est peut-être de s'adapter aussi à ces gens-là, de comprendre où sont leurs craintes, ce sur quoi ils ont besoin d'être assurés. Vous avez, après l'évolution de l'environnement, peut-être le rôle et la responsabilité des acteurs, des parties prenantes de l'humanitaire. Je vais prendre deux grands éléments, les ONG et puis les individus. Les ONG, on a parlé de professionnalisation tout à l'heure. La professionnalisation, effectivement, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe. Par contre, ça produit des choses. Vous avez effectivement des ONG qui veulent améliorer leur efficience, qui veulent que le moindre euro compte et impacte plus, et c'est tout à fait valeureux, c'est très bien de penser comme ça, mais ça a forcément des conséquences. De vouloir que le moindre euro soit le mieux dépensé possible, ça demande la multiplication des fonctions support, des postes professionnels de la redevabilité, professionnels de la rigueur financière, qui sont encore plus éloignés du sens direct de l'action où on touche une personne. Vous avez aussi des volumes beaucoup plus gros à gérer. Toutes les ONG, notamment françaises, celles que je connais le mieux, ont toutes beaucoup grossi. Ces volumes-là, financiers, humains, ils appellent à une gestion différente, peut-être moins artisanale qu'avant, même si elle l'est encore un petit peu. Mais on vient apporter des techniques du privé, d'autres secteurs d'emploi. À amener ces techniques-là, on peut amener aussi des profils de ces secteurs-là. Vous avez les bailleurs qui ont des règles, qui fixent les règles du jeu pour les ONG qui travaillent beaucoup avec les bailleurs de fonds, qui vont se consolider, qui vont se durcir, qui vont demander également à ce qu'on les respecte, et qui amènent encore une fois à des métiers qui sont spécialisés dans la compliance auprès du bailleur de fonds. Tout ça, ça fait que les ONG, elles produisent des discours. Elles produisent des outils, elles produisent des méthodes. Les services RH d'ONG sont spécialisés dans la production de discours. Vous avez le discours sur je vais te gérer ta carrière, tu vas voir, tu vas évoluer de là à là à là. Je vais te faire une évolution horizontale, donc tu vas faire le même poste plusieurs fois, exposé à différents pays, donc la sécurité, ou alors là, tu vas beaucoup travailler sur la sécurité alimentaire et tu vas augmenter comme ça tes compétences de coordinateur terrain. Ou une évolution verticale, tu vois, si là tu gères bien cette mission-là, moi je te fais monter en responsabilité, tu vas manager le poste que tu faisais avant. Transversal, on fait du siège au terrain, ou on change de métier, on était admin et puis on passe sur les OP. Ces discours-là, chez les gens, ils travaillent forcément cette idée que je peux avoir une carrière. Bien sûr, puisque le RH me dit que je commence ici et puis je vais faire comme ça et tout est géré. Donc l'ONG, elle-même, elle produit en fait cette idée de carrière. On produit aussi des règles, la GPEC, le truc du privé, des grosses boîtes, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les grosses ONG commencent à travailler vraiment à des outils de GPEC, par exemple. Le fait qu'on fasse de la chasse sur les réseaux sociaux, c'est anecdotique peut-être, mais le recrutement actif, qu'on appelle ça, c'est pas des pratiques qu'on avait dans l'humanitaire avant. Les expats le refusaient, étaient un petit peu offusqués qu'ils se fassent chasser sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est tout à fait classique. On est en train de... En tout cas, il y a une porosité entre les deux. Il y a également, à mon sens, une offre de professionnalisation. Les humanitaires se reconvertissent beaucoup dans la formation, considèrent que c'est un métier spécifique, là où c'est peut-être juste un terrain d'exercice d'un métier et d'une fonction, que l'humanitaire est un métier. Alors on va former des gens. On reconvertit les humanitaires, et là, on fabrique des masters, des écoles, des trucs comme ça. Très bien, mais offre de professionnalisation, pour moi, égale demande de carrière. À mon sens, les organismes de formation sont aussi, si c'est un problème, co-responsables de l'idée de carriérisme dans l'humanitaire. Et puis chez les individus, il y a une évolution dans la rétribution. Toute action sociale appelle à une rétribution.
Aujourd'hui, il est probable que la rétribution symbolique qu'avait le médecin qui partait en mission un peu de temps en temps, n'existe plus, ou en tout cas beaucoup moins, et qu'il aille chercher une nouvelle forme de rétribution. Une rétribution monétaire peut-être avec de l'argent, une rétribution par rapport à la réussite, une rétribution sociale peut-être, mais ça modifie. Et puis ses attentes aussi sont modifiées, il a un master estampillé humanitaire, il est évident qu'il s'est formaté à être humanitaire, il a projeté aux autres qu'il allait être humanitaire, il a vraiment besoin d'aller vers une carrière dans ce secteur-là. Alors je vais raccourcir tout ce qui manquait, hein, parce que j'ai évidemment, comme d'habitude, beaucoup trop parlé. Et je vais juste vous dire que l'enjeu, pour moi, il est de garantir que le sens perdure, parce que les gens qui ont de l'ambition, tant qu'ils ne sont pas pour eux-mêmes, ils apportent. C'est un moteur de la performance, c'est un moteur de l'innovation, c'est peut-être des ambassadeurs vers d'autres secteurs, peut-être qu'ils arriveront mieux à se reconvertir. Il y a une difficulté de reconversion dans l'humanitaire, peut-être que ces personnes arriveront mieux à se reconvertir. C'est pas gagné, je conseille pas aux gens de faire un carriérisme percé, uniquement lié à leur propre volonté, parce que le secteur privé n'est pas encore totalement capable d'accepter nos compétences et nos spécificités. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors je remercie beaucoup nos trois intervenants pour avoir mis, je trouve, vraiment en lumière toute la palette des tensions qu'il pouvait y avoir entre cet engagement sur la base de conviction et un engagement plus froid, plus calculé. Nous allons passer maintenant au deuxième moment de ce débat. J'ai eu pas mal de réactions par là. Donc à vous la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mathieu, qui est là, peut vous passer le micro. Une réaction, monsieur ? Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai fait 10 ans de terrain dans différentes ONG. Les différents intervenants ont abordé un peu le sujet, mais pas allé au fond. Quand j'entends carriériste, je vois un peu moyen ou long terme. Et je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est d'arriver à durer dans l'humanitaire, où on disait, c'est les crises, c'est les urgences, c'est des contextes compliqués avec des populations vulnérables. Et quand les gens, ils ont envie d'être carriéristes, ils ont envie de monter, ils rêvent d'être chef de mission, waouh, je serai chef de mission un jour, mais comment ils ne se grillent pas? Et on n'en a pas parlé beaucoup, mais les burn-out dans l'humanitaire, il y en a énormément, beaucoup plus qu'ailleurs. Et comment on gère ça? On fait des missions 6 mois en Afghanistan, 6 mois en Syrie, 6 mois au Sud-Soudan, parce qu'on a envie, parce qu'on est dedans, et puis au final, on finit comment? On va prendre 2-3 questions et après les intervenants réagiront et répondront en fonction des questions. Donc Olivier également. Moi, ma question est plus un peu prospective peut-être, puisque vous avez brossé un tableau de l'existant, les structures actuelles. Peut-être que Alexandre nous a aussi un peu parlé de l'arrivée de nouvelles générations. Moi, ma question est un peu provocative, provocante peut-être, c'est est-ce que dans 20 ans, il y aura encore des organisations et encore du travail pour faire carrière, ou est-ce que ça n'aura tout simplement plus de sens? Si on se situe dans une logique un peu à la Bauman de société liquide, on n'aura plus de carrière. Si la troisième révolution industrielle impacte aussi le monde humanitaire, on sera entièrement collaboratif, et donc on n'aura probablement plus d'intervenants, on va dire du Nord, qui interviennent dans des pays du Sud. Donc comment est-ce que ça s'inscrit dans cette logique en fait? Une troisième question, après on répondra. On reprendra des séries de questions par 3. Bonjour, oui. Donc je suis Ludovic, je suis en thèse en sociologie et sur l'humanitaire. Ma question, elle porte plus sur le personnel national, dont on n'a pas parlé. Et voilà, donc carriériste, sachant qu'a priori, peut-être 90% des salariés sur le terrain sont du personnel national et qui en plus, avec le temps, deviennent expatriés pour un certain nombre d'entre eux. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Thomas, peut-être une réaction là-dessus. Alexandre, peut-être après aussi sur les situations de burn-out et autres. Comment on fait pour durer dans l'humanitaire, parce qu'il y a plus de burn-out dans l'humanitaire? Je suis pas sûr qu'il y ait plus de burn-out dans l'humanitaire qu'ailleurs. En tout cas, moi, il faudrait de l'evidence-based et des chiffres. Il y a aussi beaucoup de burn-out, par exemple, ça s'appelle plus EDF, GDF, mais il me semble qu'il y en avait beaucoup. Par contre, ce que vous posez sur le burn-out, c'est effectivement, il y a au-delà de la pression qu'on peut éprouver sur le terrain, mais comme n'importe qui sur un terrain
qu'il ne connaît pas nécessairement au départ. Ça peut être des formes de... Voilà, il peut y avoir il y a du stress, etc. Mais je pense que les équipes ont un stress supplémentaire lié à ce que je vous disais, en tout cas que moi j'ai pu constater, ces formes de New Public Management avec une gestion par objectif. Il faut remplir des documents qui sont parfois extrêmement techniques dans des délais très très courts, etc. Et donc ça peut participer de formes de stress complémentaires. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait plus de burn-out dans l'humanitaire qu'ailleurs. En tout cas, il faudrait, dans ce cas-là, avoir une étude sectorisée. Je crois qu'il y a, me semble-t-il, dans mon milieu, par exemple, beaucoup d'enseignants du secondaire, me semble-t-il, qui craquent régulièrement et qui ont des burn-out. Donc voilà, je pense qu'une étude... j'ai pas l'étude, j'ai pas les chiffres, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors... qu'en est-il du prospectif? Est-ce qu'un jour, on pourra encore faire carrière? Est-ce qu'il y aura encore des salariés? Parce que y a un déplacement, c'est la palissade de ce que je vais dire, mais il y a un déplacement du microcosme humanitaire avec un déplacement aussi vers le sud. Et ça rejoint la question de monsieur, c'est que si ça se déplace vers le sud, c'est peut-être qu'il y aura moins de salariés du nord, mais qu'il y aura des salariés du sud. Alors aujourd'hui, effectivement, sur la question des salariés nationaux, il y a plusieurs problématiques. Il y a un certain nombre d'ONG, et c'est des débats très compliqués, qui peuvent aussi créer des tensions en interne des ONG, mais il y a un certain nombre d'ONG qui prennent acte du fait que le monde humanitaire se déplace, aussi pour des raisons de fonds, que les bailleurs de fonds aussi se déplacent, qu'il y a des coordinations d'ONG du Sud, et qui sont dans des mouvements que d'aucuns appellent régionalisation, décentralisation, etc., de déplacement plus vers les pays d'intervention qu'on appelle les pays du Sud. Alors après, on peut discuter des appellations. Et donc avec l'idée aussi d'un transfert de compétences accrues, de faire monter dans la hiérarchie aussi humanitaire des salariés nationaux, dont certains deviennent expatriés, mais qui peuvent aussi tout simplement rester sur leur territoire en montant dans des fonctions plus importantes. Aujourd'hui, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce qu'il y a des interrogations pour les ONG. Une interrogation, je vous le disais, sur le plan technique. Est-ce qu'on ne va pas perdre en qualité si on fait ça, avec une question d'expertise qui ne serait pas au rendez-vous sur place? Alors, derrière ce type de discours, il y a parfois des discours qui sentent bon le culturalisme aussi. Donc, c'est complexe aussi. Vous avez des salariés nationaux où aujourd'hui, effectivement, quand vous regardez dans des organigrammes, pour avoir fait quelques audits, j'ai parfois des surprises. C'est-à-dire que vous regardez le haut de l'organigramme, il y a le nom, prénom, et on s'aperçoit que... mais c'est en train de changer, attention, c'est dans la nuance, mais on s'aperçoit parfois que, effectivement, c'est essentiellement des Occidentaux. Et puis plus on descend dans l'organigramme, au bout d'un moment, le salarié national, il n'y a plus que le prénom. Quand au bout d'un moment, il n'y a même plus de prénom, c'est juste la fonction. Donc... il y a, sur le plan des salariés nationaux, qui représentent une bonne partie des forces vives des ONG, il y a très certainement des choses à améliorer. Il y a aussi, je pense, quand on parle du transfert de compétences, il y a quelque chose qui, moi, parfois me gêne, c'est que c'est toujours une vision très top-down. C'est-à-dire, nous qui allons opérer le transfert de compétences. En gros, nous avons les bonnes pratiques et nous... À mon avis, on a aussi à apprendre des salariés nationaux, des populations, dans un transfert de compétences mutuelles. Alors évidemment, c'est facile de dire ça. Ça peut paraître comme bien pensant, mais je trouve que parfois, un des défauts de certaines ONG, y compris celles que je représente, c'est... Pour toutes les raisons de contexte et d'évolution que je vous ai expliquées, c'est un rapport parfois très technicisé aussi à nos actions, qui est nécessaire, le rapport technique, mais on souffre, je trouve, parfois d'un défaut de sciences sociales, d'un défaut d'ethnographie, et voilà, de cette difficulté parfois à saisir certains enjeux, parce que le transfert de compétences peut aussi se faire vers le bas. Aujourd'hui, c'est des questions qui sont sensibles, qui sont à l'étude. Il y a des grands changements dans les ONG. Après, c'est compliqué. Vous pouvez avoir des salariés
dans des sièges qui vont vous dire mais oui, je vois l'objectif politique qui est d'aller plus vers les régions, d'introduire plus de diversité dans nos équipes, etc. Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais? C'est un peu aussi parfois tout simplement ce que je dis de manière un peu grossière, mais le syndrome des sénateurs qui vous disent oui, il faut arrêter avec le cumul des mandats et qui vont voter un texte là-dessus. On arrête le cumul des mandats, sauf pour les sénateurs. Alexandre, une petite remarque, j'imagine, sur le burn-out. Oui, voilà. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas confondre trop de travail. Et c'est vrai que l'humanitaire amène des fonctions où on est assez occupé et où il y a énormément de boulot, ça je l'entends tout à fait. Trop de travail et perte de sens, c'est pas la même chose. Le souci, il est que le burn-out de l'humanitaire, il n'est pas forcément lié à l'écrasante fiche de poste. Parfois, il est lié aussi à une confrontation au réel, à l'incapacité, là où on pensait être tout à fait efficace face à la mort, par exemple, et où on perd un sens parce qu'on s'est mobilisé, engagé pour sauver des vies, et on se rend compte que parce qu'il manque quelques euros ou parce qu'il manque un véhicule aujourd'hui, on ne pourra pas référencer l'enfant qui est en train de mourir dans la voiture devant la base. Et ben ça peut amener aussi à un burn-out. C'est une confrontation réelle, c'est pas trop de travail. La question du burn-out, moi j'ai l'habitude d'entendre des expats qui me disent effectivement comment je fais pour durer. Mais durer pour durer, ça sert pas à grand chose en fait. J'en vois aussi qui font des burn-out parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre que de l'humanitaire. Et quand on leur dit mais qu'est-ce que tu ferais d'autre comme métier, ils savent absolument pas ce qu'ils pourraient faire d'autre comme métier. C'est pour ça que Résonance Humanitaire existe, mais c'est aussi à chaque individu, ça réside chez chaque individu de se poser la question à chaque fois. Repartir en mission, c'est comme se remobiliser comme la première fois, c'est pas une habitude. Parce que à partir du moment où ça devient une habitude, ça devient un réflexe, ça devient une façon de respirer, ça veut dire qu'on peut plus faire rien d'autre. Et là, ça peut commencer à poser des soucis. Il y a quand même un rôle de chaque ONG dans les services RH de détecter celui qui le fait par habitude et plus par motivation. Un rôle psy, puisque la plupart des ONG sont accompagnées par des dispositifs de psychologues qui peuvent aussi aider les expatriés à comprendre les raisons de cet engagement permanent. Et puis, il y a le rôle du manager et l'expatrié lui-même qui est de bien mesurer la charge de travail de la personne en dessous, et parfois c'est mal fait, parce que dans le management, vu qu'on est souvent dans l'urgence, c'est des choses qui sont un petit peu oubliées, et de la personne elle-même, et je pense que ça réside même d'abord là, d'être raisonnable par rapport à ce qu'on a à faire et de ne pas s'oublier dans je dois tout faire, il faut tout que je sauve, il faut que je travaille de 8h à 23h. Et c'est aussi ça qui crée les burn-out dans l'humanitaire. Mais je suis d'accord avec Thomas, je suis pas sûr qu'il y en ait plus. Par contre, ils sont pas valorisés socialement, mais ça sent un peu le j'ai fait un palu quoi. C'est aussi la même ah ouais, j'ai fait un burn-out parce que c'est un mot à la mode et l'humanitaire l'a toujours mis en avant comme on en fait pas une fierté, mais comme quelque chose qui est constitutif du secteur et qui lui donne ses petites couleurs et qui lui donne un petit peu son côté aventureux quoi. Il y en a aussi beaucoup dans d'autres métiers. Très bien, on va reprendre d'autres questions. Mathieu. Hop. Bonjour Jean-Marc, je travaille dans un secteur tout à fait différent qui est la recherche pour le développement. Est-ce que finalement l'humanitaire ne souffre pas des mêmes maux, et c'est un petit peu l'intervention de Thomas qui m'y fait penser, des mêmes maux que souffrent toutes nos organisations dans le monde contemporain actuel, c'est-à-dire une certaine fonctionnalisation, un certain encadrement, planification, l'aversion au risque qui devient généralisée, la peur du droit, et ça j'ai été très sensible à cette question. Est-ce qu'on oserait faire maintenant les mêmes choses que ce que faisait Alain il y a 40 ans? Est-ce qu'un responsable d'une ONG humanitaire autoriserait ces cadres à aller de l'autre côté de la frontière parce que lui-même pourrait être attaqué, je sais pas, pénalement ou en responsabilité par la famille, enfin, voilà. Est-ce que c'est pas des nouvelles frontières, enfin, est-ce que les limites que rencontre l'humanitaire ne sont pas les limites de nos sociétés actuelles? Une autre question? Alors on va répondre à celle-là tout de suite. Je vais essayer d'y répondre parce que c'est un problème hyper large, mais oui, il y a des homologies très clairement entre les organisations humanitaires et d'autres types d'organisations pour les raisons que j'ai essayé d'évoquer. Mais oui, il y a des logiques de planification, oui, il y a des logiques d'évaluation, oui, il y a de plus en plus de gestion par objectif, oui, il y a des formes de bureaucratisation, très clair. Après, est-ce qu'on peut parler de fonctionnalisation? Je préférerais le terme
bureaucratisation qui me parle plus, avec des formes qui sont peut-être moins justement sur des logiques qu'évoquait Alain, cette forme de liberté d'une certaine manière, où aujourd'hui on est sur des formes beaucoup plus réglementées, etc. Oui, ça c'est un fait. L'aversion au risque. Alors là, je fais très attention parce que j'ai une spécialiste du risque en face de moi qui va pas me louper si je dis des bêtises. Mais en tout état de cause, oui, la question du risque est essentielle. Le risque, il est bordé. Le risque, on essaye dans les ONG de le penser de manière rationnelle, de l'anticiper. Je pense que c'est nécessaire. Quand on voit les atteintes aujourd'hui qui sont portées aux humanitaires, les attaques dont font l'objet les humanitaires, il est nécessaire de prendre en compte le risque. Par contre, mais c'est toujours ambivalent. C'est ce que j'essaye souvent de dire, c'est que c'est jamais noir ou blanc. C'est souvent gris. C'est-à-dire on fait des arbitrages. On est plutôt dans la recherche de la moins mauvaise solution possible. L'optimum, il n'existe pas. Donc oui, parfois, quand on met en place des normes de sécurité, eh bien, par exemple, ça peut nous couper des populations, très clairement. Ça peut aboutir, quand Alain parlait tout à l'heure vous devez vous poser la question, quelle relation vous avez avec ces gens, etc. Il y a des endroits où moi j'ai vu des humanitaires qui ont, pour ainsi dire, pas de relation avec les gens sur place. Mais là encore, il faut nuancer. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va être à un siège pays, eh bien, effectivement, il peut avoir une activité de bureau ou, pour des raisons aussi de sécurité, il va aller de la maison, la guest, ce qu'on appelle la guest à ACF, à son bureau, et puis après, il va aller dans les quelques cafés, restaurants, bars où vont les expatriés et pas seulement les humanitaires, et ça produit un très fort entre-soi sélectif. Il y a de l'entre-soi sélectif, très clairement, y compris sur le terrain. Par contre, je vous tiendrai peut-être pas le même discours sur une base. Si vous êtes en plein désert du Bahr el Ghazal, au niveau du lac Tchad, avec des enjeux sécuritaires importants, etc., oui, il y a des normes de sécurité, mais en même temps, vous êtes beaucoup plus au quotidien, au contact des populations, dans vos interactions quotidiennes aussi de vie. Donc, mais oui, les ONG, comme beaucoup d'autres organisations qui interviennent sur des terrains complexes, sont aux prises à la question du risque. Alors, la peur du droit, du risque juridique, oui. Oui, très clairement. Aujourd'hui, moi, je vous parle juste de mon expérience concrète, mais je suis obligé de faire des arbitrages, pas tout seul, avec mes équipes, mais si on fait ça, quel est le risque juridique potentiel voilà, très, très clairement, faire ce que faisait Alain, non, aujourd'hui, c'est pas complètement possible. Quand on veut intervenir dans un pays, il faut qu'on ait un enregistrement de la part du gouvernement, donc dans des logiques de droit national. Il y a les respects des droits nationaux. Alors, certes, il y a le droit international, mais il y a aussi les droits nationaux. Les droits nationaux. Et donc, aujourd'hui, l'expérience qu'a pu avoir Alain, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué aussi, au regard des risques juridiques que ça peut faire peser. Ouais. Une réaction, Alain, peut-être ? Oui, je voudrais prendre deux exemples finalement assez récents, parce que la prise de risque, elle peut prendre des formes différentes pour accéder à ce qu'on appelle accéder l'espace humanitaire, donc l'accès aux gens qui ont besoin de secours. En 2003, juste avant l'intervention américaine en Irak, le général Jay Gardner, qui a été chargé d'être le proconsul en charge de l'administration de l'Irak, avant Paul Bremer, vous vous en souvenez, a fait une déclaration comme ça à Washington en disant qu'il allait coordonner l'humanitaire. Alors on a publié un communiqué de presse d'ailleurs à quelques ONG françaises, dont ACF, Médecins du Monde, nous-mêmes, PUI d'ailleurs, en disant bien sûr qu'on ira voir les autorités américaines qui seront à Bagdad, parce qu'en plus, en tant que force occupante, elles ont des responsabilités, je dirais, à exercer, mais il n'est pas question qu'elles coordonnent notre action. Et nous, à Solidarité, on s'est dit, plutôt que de partir de Jordanie ou de je ne sais trop où, dans les fourgons de l'armée américaine, on va passer par l'Iran. Donc on a fait partir des convois de Paris, on est arrivé en Iran, on a discuté avec les Iraniens,
via les Kurdes, et on est passé donc du Kurdistan iranien au Kurdistan irakien, et après on est descendu au sud de Bagdad. C'est-à-dire que c'est les Iraniens qui nous ont dit oui, oui, vous avez raison, on va vous laisser passer. Je vais prendre un autre exemple. À la veille de signer un contrat avec l'UNICEF à Béni, au nord-est de la RDC, au dernier moment, l'UNICEF nous dit voilà, on va signer le contrat, mais à condition que vous acceptiez la protection des casques bleus de la MINUSCO. Et nous, on considérait que cette protection nous mettait plus en risque que le fait de se déplacer nous-mêmes en accord avec les communautés dans les villages, etc. Et on a dit, ce contrat, on ne va pas le signer, et ce boulot, vous allez le faire vous-même. Parce qu'on ne bossera pas comme ça. Voilà. Donc, on est toujours libre voilà, d'avoir son cadre, d'avoir ses références, d'avoir ses valeurs, et de savoir pourquoi. Voilà, de savoir pourquoi. Maintenant, oui, je partage le fait que la prise de risque, d'abord, voilà, aujourd'hui, elle s'exprime différemment. Mais c'est souvent en prenant des risques, les risques qui sont aussi vis-à-vis des bailleurs, se refuser de consigner un contrat avec l'UNICEF ou dire aux Américains vous ne recommanderez pas nos actions en Irak, vous voyez, c'est pas se faire tout de suite des amis, quoi. Mais si on a raison, voilà, il faut être sur cette position. Et puis on n'est pas tout seul sur cette position. Ça, c'est un point. Alors, ce que je voudrais dire aussi, mais je voudrais revenir sur ce point parce que j'aurais pas oublié de le dire. On l'évoquait, hein, Jean-Marc parlait de l'aversion au risque. Je pense que c'est une des grandes faiblesses des sociétés occidentales. Franchement, il ne faut pas prendre de risque pour le risque, mais il y a des risques, je veux dire, qu'on doit prendre. Il y a des risques qui sont justifiés. Attendez, il faut même parfois, comme disait Ronnie Broman, en 1939, je ne me serais pas engagé à la Croix-Rouge, j'aurais pris les armes. Voilà. Donc parfois, il faut peut-être prendre les armes. Je le dis clairement. Je ne vous engage pas à le faire tout de suite. Hein. Choisissez bien votre cause. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, attendez, il ne faut pas... il faut arrêter d'être aseptisé, complètement paralysé et devenir quoi? Enfin, c'est pas possible. Il y a des causes qui nécessitent de se battre, quoi. Sinon, où va-t-on? Et je voudrais dire une chose justement, c'est que je crois que, encore une fois, moi je fais la distinction entre carrière et carriérisme. Je pense que faire une carrière dans l'humanitaire, ça peut être tout à fait légitime, justifié, nécessaire, si on est sur l'engagement. Si on est sur le carriérisme, c'est-à-dire qu'on confond le moyen et la fin, c'est catastrophique pour le métier que vous exercez. Vous pouvez être carriériste dans d'autres domaines d'activité, ça va très bien, mais dans celui-là, ça me paraît complètement contradictoire. Et je pense que les gens auprès desquels vous interviendrez s'en rendront compte, qu'ils ne vous feront pas confiance, qu'ils ne vous comprendront pas et que vous ne les comprendrez pas. Et donc, ça sera l'échec sur toute la ligne. Je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'à mon avis, cette dimension de l'engagement humanitaire, parce qu'en fait, ce qu'a dit Alexandre, on le vit à Solidarité de la même manière. Hein. On a à peu près 2000 personnes, voilà, entre le siège, les expatriés, les nationaux, on a 1800 nationaux. D'ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que les nationaux de plus en plus deviennent des staffs internationaux. Hein. C'est ça le processus en cours actuellement, c'est que les staffs nationaux deviennent des staffs internationaux. Donc ça va poursuivre dans cette voie, évidemment. La formation, la technicité bien sûr, mais le risque, si on n'est plus sur l'engagement humanitaire, c'est la bureaucratisation, c'est la commercialisation, et moi je vais vous dire, ce que je crains le plus, c'est que à terme, au fond, on confonde les victimes d'une situation de crise avec des clients. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que le malheur des gens, c'est un marché, et qu'on va se battre sur des parts de marché. Et ça, alors, attendez, c'est tout juste. Enfin, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas pensable. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, si on en arrive là, je crois que c'est les gens dans le malheur, dans les camps de réfugiés, les déplacés, qui vous chasseront, hein, comme les marchands du temple. Ils auront bien raison. Ils auront bien raison. C'est ça qu'il faut... encore une fois, le monde de l'entreprise est utile. Il crée des services, il crée de la richesse, il crée du développement. Je simplifie. Mais attendez, pas sur le malheur des gens. Enfin, voilà, le malheur des autres, c'est pas marché. Hein, et les humanitaires ne sont pas des représentants de commerce. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en prendre du coup 3 comme avant et puis les intervenants réagiront. Allez-y. Bonsoir, Muriel Loni. Je suis doctorante en droit
Et en fait, ma question, c'est plus sur le rapport des ONG à la justice internationale. Quand on sait que trop souvent, les humanitaires sur le terrain des conflits armés sont pris pour cible, dans des assassinats ou des bombardements des hôpitaux. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu quel était le rapport des ONG à la justice internationale. Comment réagissaient justement les ONG face à cette problématique-là. Merci. Très bien. Autre question ? On va prendre celle-là et on en prendra une tout en haut par la suite. Bonjour. Moi, j'ai une question un peu plus terre-à-terre, sans doute, je m'en excuse. Vous avez parlé ouvertement ou en filigrane du passage de personnes et donc de compétences du privé vers les ONG, qui se faisait de plus en plus. Mais, à contrario, et Alexandre a terminé sur le sujet, de la difficulté de passer de l'ONG à l'entreprise privée. Ma question, elle est en deux temps. Elle est la suivante. Est-ce que les gens des ONG ne passent pas vers les entreprises privées par manque d'envie, par manque de goût, par manque de sens ou que sais-je, ou est-ce qu'ils ne passent pas vers le privé parce que l'expertise qui est développée au sein des ONG n'est pas reconnue dans les entreprises privées? Et si tel est le cas, est-ce qu'il y a des passerelles, voulues ou subies, directes ou indirectes, entre les ONG et les entreprises pour faire reconnaître justement ces compétences et éventuellement casser les préjugés que les entreprises privées auraient à l'égard des ONG? Très bien, on va prendre une troisième question par là-haut. Bonsoir Solange. Donc moi j'ai rien à voir avec les ONG, l'humanitaire, je travaille dans le public pour la ville de Paris. Ma question elle est toute simple, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et vous parliez justement, ça rejoint un peu la question de la jeune fille à l'instant. Si je veux rejoindre une ONG, même sans m'expatrier, sans aucune idée de carrière, juste parce que ça me tient à cœur, comment puis-je faire? Où dois-je aller? Quelle formation dois-je faire? Alors là, j'ai une réponse toute faite. Il y a une très bonne formation à l'IRIS. Sachant que j'ai pas forcément les niveaux d'études qu'il faut et ni les compétences du tout. Voilà, parce qu'il y en a pas mal, j'imagine quand même. Blague à part, on va laisser Alexandre répondre sur ces deux questions notamment. On reviendra ensuite après. Donc sur ce passage des ONG vers le privé et sur la façon de pouvoir récupérer les wagons, si j'ose dire, pour pouvoir reprendre le secteur humanitaire sans formation spécifique initiale. Alors, en ce qui concerne les passerelles entre le privé et les ONG, il y a pas tant que ça d'humanitaires qui ont envie, il n'y a pas une grande tendance, mais en même temps, je ne sais pas s'il y a vraiment des études sur les gens qui ont envie de rejoindre le secteur privé ou les secteurs d'emploi plus classiques, qui soient franco-centrés pour les Français, ou en tout cas nationaux ou internationaux. Après, il y a objectivement énormément de compétences qui sont transposables entre l'humanitaire et les autres secteurs d'emploi. Le problème, c'est que les entreprises ont encore une vision assez négative, assez artisanale du travail humanitaire. Ils ont une vision de grande gueule, un peu trop engagée, un peu trop incadrable, et qui fait pâtir en fait toutes ces personnes pour leur reconversion. Il y a une association qui s'appelle Résonance Humanitaire qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui justement travaille à la reconversion des humanitaires vers d'autres secteurs d'emploi, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, le tubage n'était pas bien fait entre un secteur dans lequel on a énormément de compétences, et je dis souvent pour simplifier au maximum, mais qu'un chef de mission, c'est comme un directeur de PME en fait. Il est responsable de tout, il a un énorme budget, beaucoup de ressources, beaucoup de projets, et quand il arrive sur le marché de l'emploi en France, on ne comprend pas ce qu'il a fait. Le seul code ROM qui existe au Pôle emploi, c'est celui des logisticiens. Il n'y a qu'un seul métier humanitaire qui a un code officiel au Pôle emploi. C'est bien qu'il y a un problème de reconnaissance des autres secteurs d'emploi, du travail que font les humanitaires. De l'autre côté, les ONG essayent de récupérer des compétences du privé, tout en s'avouant ou en s'inventant que c'est pas possible de les prendre comme ça, il faut qu'elles se forment d'abord. Que quelqu'un du privé peut pas rentrer dans l'humanitaire sans avoir fait Biofor, sans avoir compris quel était le vocabulaire, les spécifiques. Là où je crois qu'on invente un peu tout ça, même s'il y a des réalités, hein, il y a des spécificités, il y a des techniques
qu'on doit comprendre, mais qui ne justifie pas du refus d'emploi de quelqu'un du privé vers l'humanitaire, notamment dans des fonctions support qui nous intéressent tous. Les financiers, les logisticiens sont habitués dans le privé à soit une gestion de volume très forte, soit une exigence professionnelle très forte qui ferait gagner en compétences le secteur humanitaire. Pour terminer sur le sujet, je dirais que de ce que j'ai lu dernièrement, les entreprises du privé sont dans un repli sur soi assez fort et dans un entre-soi assez tendu, où en fait ils font du clonage de personnes et ils recherchent exactement les mêmes pour chaque fonction à chaque fois, sans forcément aller chercher out of the box, pas forcément dans l'humanitaire, hein, mais dans d'autres métiers. Et ils sont donc en train de reproduire, alors je ne sais pas pour quelle raison, et puis c'est peut-être très contestable, hein, mais c'est ce que j'ai lu dernièrement. Les ONG font complètement la même chose, on est complètement consanguins, bien sûr. On se fabrique nous-mêmes nos ressources et on fait former les nouvelles ressources par des gens qui sortent du secteur et on est tous en train de travailler à ça. Alors parfois on réfléchit un petit peu en dehors et on essaye d'inventer un nouveau, de voir comment sera le futur, d'essayer de penser quels seront les métiers de demain, d'essayer de chercher des personnes qui ont des profils différents. Mais dans la très très grande majorité, on reproduit nous-mêmes tous les mêmes codes pour avoir les mêmes personnes. Et puis je termine juste sur la deuxième question. Il n'y a pas une seule réponse pour rejoindre une ONG. Ça va dépendre des ONG, de ses attentes. Mais par contre, il y a un réseau qui s'appelle le réseau d'orientation solidaire et humanitaire qui vient de lancer son nouveau site internet. Était assez utile pour comprendre quels sont les métiers du secteur, quelles sont les compétences qu'on y recherche et comment on peut s'engager. Quelles sont les différentes formes d'engagement, le volontariat, le bénévolat, le salariat, ici, là-bas, les ONG d'urgence, de développement. Bon, ça permet vraiment de dégrossir beaucoup sa réflexion. Et ça parle aussi des organismes de formation. On va prendre encore une dernière série de questions. Il y avait une question sur la justice internationale. Oui, juste, vous pouvez aussi, dans le secteur universitaire, dans les masters qui sont proposés, faire une validation des acquis de l'expérience qui vous permet d'intégrer directement des masters ou à minima le niveau licence 3. Donc il y a aussi des passerelles de ce point de vue-là. Sur la justice internationale, en fait, ça dépend des ONG. Hein. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes missions sociales. C'est-à-dire que une ONG comme Action contre la faim, oui, il y a des questions de justice internationale, comme quand on a des meurtres d'humanitaires comme à Moutour ou quand on a eu le meurtre d'Agnès Dury, par exemple. Au passage, c'est complexe parce que, comme je le disais, en matière de droit, on est sur des gouvernances multiniveaux, donc on va faire jouer le droit national, le droit international, etc. Mais typiquement, une ONG comme Action contre la faim, en matière de justice internationale, on est plutôt dans la défense du droit international humanitaire et des activités de plaidoyer. Vous n'auriez pas du tout la même chose avec une ONG comme Amnesty International, qui justement s'est construite à travers la défense des droits de l'homme, à travers des revendications en termes de justice pénale internationale, à tel point d'ailleurs qu'Amnesty International a été moteur dans la construction de la Cour pénale internationale. Ensuite, c'est les arcanes du droit, c'est-à-dire qu'il y a les modalités de saisine de ces cours internationales, et c'est plus ou moins fermé en fonction des acteurs considérés et des cas considérés. Donc, franchement, là, pour le coup, ça dépend des ONG. Alors après, il peut y avoir des passerelles. C'est-à-dire que typiquement, c'est pas parce que Action contre la faim, c'est pas notre mission sociale première, qu'on va pas se permettre parfois, sur des choses qu'on constate qui nous paraissent des atteintes manifestes au droit international, de ne pas donner en sous-main des informations à d'autres ONG qui sont plus crédibles et légitimes sur le sujet, sur la base de constats de terrain. Mais c'est typiquement pas notre mission sociale. On reprend là-haut. Bonsoir Gauthier. Tout d'abord, pour revenir sur la transversalité entre le monde privé et le monde humanitaire, moi j'en suis une preuve, même si je suis jeune diplômé. J'ai fait une formation humanitaire en logistique, donc du coup à Lyon, j'ai la double compétence logistique humanitaire chargée des services généraux. J'ai fini ma formation. Aujourd'hui, je travaille dans le milieu bancaire. Voilà, c'est pas drôle. Mais du coup, moi je voulais remercier Alexandre d'avoir fait la différence entre carriériste et faire carrière dans le monde humanitaire. Après avoir travaillé 6 mois dans le monde bancaire, aujourd'hui, comment fait-on pour faire une carrière dans l'humanitaire? Vos contrats, c'est des missions de 3 mois, 6 mois, 9 mois. Qu'est-ce qui se passe entre deux missions? Comment est-ce que vous gérez vos équipes qui veulent faire carrière face à la précarité? On va prendre une dernière question et après on passera à la synthèse.
Bonsoir Martin, étudiant justement en action humanitaire à l'IRIS, donc il y a une formation, je confirme. En fait, justement, ce serait deux questions. La première, vous avez parlé de professionnalisation, mais au-delà de la professionnalisation, est-ce que ce serait pas premièrement une financiarisation ou un nouveau moyen de financer l'humanitaire qui a amené à ces différenciations? Donc pourquoi faire aujourd'hui carrière ou être carriériste? Parce que c'est vrai qu'il faut faire la différence. Et donc ça mène à la suite que je poserai à Alexandre, et merci Alexandre Darcaz d'avoir fait cette distinction aussi. Est-ce qu'il y a une distinction aussi au niveau du siège et au niveau du terrain? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même façon de faire carrière ou d'être carriériste? Et justement, de par cette question d'accaparement, de transformation financière et tout, est-ce qu'au niveau de faire carrière ou être carriériste, c'est pas aussi un accaparement du politique, de l'humanitaire, qui fait que, par exemple, il y a certaines figures qui montrent que on ne va pas forcément faire humanitaire, mais c'est aussi pour aller vers d'autres dynamiques, que ça soit de l'entreprise ou de l'administratif ou autre chose. Voilà, merci. Merci. Donc Alexandre, peut-être, ou Thomas, tu veux commencer sur la précarisation et la précarité, pardon, et sur... Sur la précarité, j'avoue que j'ai eu, comme les psychanalystes, parfois une écoute flottante, donc j'ai pas saisi complètement la question. En revanche, sur les banques, juste une boutade. Bon, déjà, faut pas être complètement, comment dire, hypocrite. Les ONG ont aussi de l'argent dans les banques, ont parfois des logiques partenariales avec des banques. Ceci dit, ça pose la question de l'éthique. Et l'éthique, il faut s'enlever un peu des idéaux. C'est jamais noir ou blanc, c'est gris. L'éthique, c'est gris. Donc là encore, c'est les moins mauvaises solutions possibles. C'est des arbitrages. On peut se planter aussi, parfois, très clairement. Bon, juste en forme de boutade, je vous dirais qu'il y a un lien parfois, et que avoir été dans la banque n'empêche pas de rentrer dans l'humanitaire. Mon l'ancienne présidente de mon ONG a fait carrière dans la banque, et voilà, c'est pas... voilà. Donc j'ai pas compris la question. Rappelez-la moi. Je suis peut-être pas le plus habilité à y répondre d'ailleurs. Non, la question c'est qu'aujourd'hui je travaille dans une banque parce que je voulais faire mon expérience dans le monde privé et dans le milieu bancaire également. La question était, je cherche à revenir dans l'humanitaire parce que j'ai une formation complètement humanitaire, mais aujourd'hui les missions que les ONG, que ce soit ACF ou PE, parce que j'étais sur votre site de recrutement il y a même pas 2 heures, les missions sont de 3, 6, 9 mois. Qu'est-ce qui se passe entre deux missions? Du coup, ça reste des CDD. Quand on veut faire carrière, l'objectif, c'est d'avoir des CDI, mine de rien. Qu'est-ce que vous proposez entre deux missions? Est-ce qu'il y a vraiment un suivi RH en disant, voilà, tu es salarié? En fait, comment vous gérez la stabilité de vos staffs entre les différentes missions qui peuvent être amenées à réaliser? Bon, alors, je suis pas directeur des ressources humaines, donc je connais pas tous ces éléments, et Alexandre sera peut-être mieux placé que moi. Après, il y a des règles, c'est-à-dire que sur les CDD, aujourd'hui, au bout de 2 CDD, vous êtes obligé de faire un CDI. Donc, par exemple, quand on a décidé de ne pas faire de CDI, très clairement, on ne va pas renouveler des CDD, par exemple. Il n'y a pas toujours, soyons clairs, un suivi d'une personne qui a fait une mission courte. Sur ce qu'elle devient après, il n'y a pas toujours un suivi, c'est très clair. Alexandre? Alors, est-ce que vous prenez un CDI à Jalalabad en Afghanistan? Non. Je vais vous le dire, il y a quelques ONG françaises qui ont mis en place le CDI sur le terrain. Action contre la faim en fait partie, Handicap International aussi. L'adhérence des gens n'est pas très très bonne au CDI terrain, pour en avoir discuté avec mes homologues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui en veulent pas, enfin qui en veulent. Il y en a vraiment qui voudraient ce CDI terrain, ça les rassure. Alors ça demande du point de vue de l'employeur d'avoir une réelle capacité de prévision des emplois, des compétences, des affectations possibles dans le futur. Ça demande également à avoir suffisamment de postes, en fait, pour pouvoir faire tourner les gens sur ces missions-là. Mais le CDD en tant que tel ne pose pas tant de soucis à la plupart des expatriés, puisque les temps de repos sont essentiels pour durer, comme on le disait tout à l'heure, en tout cas pour pas y laisser des plumes. Et quand on vient de passer 12 mois dans un contexte un petit peu tendu, alors en termes de sécurité, mais aussi juste simplement en termes de charge de travail, c'est assez bienvenu de toucher le chômage en France,
de rester 2-3 mois, prendre des vacances, voir les amis. Au RH, on va aussi vous dire de vous recentrer par rapport à vos amis, votre famille, de ne pas perdre le lien social avec votre pays d'origine, plutôt que de courir après l'émission et l'émission et l'émission, et puis plus savoir où vous habitez après. C'est pas si inadapté que ça, le CDD. Ça pose un souci aux nouvelles générations, mais paradoxalement, ça leur pose un souci d'avoir des CDI. Plein de gens nous disent que le CDI, c'est plus le contrat naturel, qu'il faut flexibiliser, que finalement, on le veut pour avoir un prêt bancaire, mais qu'en fait, dans la vie, on veut pas de CDI, on veut pas de chaîne. Bon, il va falloir un moment aussi que les gens se décident entre je refuse le CDI parce que ça m'aliène et j'en veux un parce que ça me sécurise. Première réponse. La deuxième, c'était sur les carrières siège et terrain. Monsieur là-bas, il y aura les mêmes choses au siège et sur le terrain. On va distinguer le carriériste de celui qui fait carrière sur des éléments d'observation. Le carriériste, il est impatient, il veut toujours le costume supplémentaire, donc il porte pas encore celui qu'il a aujourd'hui, mais il veut des épaules encore plus larges. Donc il maîtrise pas tout son poste, du coup il n'est pas capable de transmettre, il met le management un petit peu de côté, donc il transmet pas, il accompagne pas ses équipes, et puis il en veut toujours plus. Il y a le mercenaire là-dedans, c'est une figure typique du carriériste qui vient pour absolument tout prendre mais rien donner du tout, donc il apporte rien à l'ONG, il va même dérégler parfois une harmonie, des procédures, des équipes qu'on recrute d'habitude, et on a l'impression d'avoir tapé un super profil et en fait on se retrouve avec quelqu'un qui dérègle un petit peu tout. Et de l'autre côté vous allez avoir celui qui fait une carrière et qui calcule effectivement peut-être, mais du coup il est émotionnellement plus stable, par exemple il est plus facile à gérer d'un point de vue managérial, d'un point de vue RH, parce que là où le romantisme baisse, le pragmatisme augmente, et du coup les gens sont peut-être un peu mieux dans leur basket, alors ils s'abîment moins sur le terrain, et ils sont des formidables moteurs de la performance et de l'efficience. Ils vont poser plein de questions, ils veulent changer les cadres, ils veulent changer les procédures, ils nous proposent des choses. Là ça devient intéressant. Alors, on va laisser le dernier mot à Alain. Je suis désolé, mais on est pris par le temps. On a la synthèse. Mais... Non, on finit sur... Ouais. Alors, si vous voulez, on peut rester jusqu'à 10h sur ce débat-là. Mais non, on va laisser le dernier mot à Alain. Je suis désolé. On peut continuer après, par contre, à échanger. Il n'y a pas de souci, mais on doit rendre la salle et on doit avoir notre synthèse qui va être faite. Donc, un dernier mot, Alain, rapide, très rapide. Oui. Après, Sylvie termine. Je voudrais poursuivre sur la question des ressources humaines en disant, enfin, poursuivre sur ce que ont dit Thomas et Alexandre. C'est que ça peut être des missions limitées dans le temps, mais vous pouvez faire 6 mois dans une ONG, dans la même ONG, partir sur un autre pays, premier point. Deuxième point, au bout de 12 mois, vous avez besoin d'un break, ça c'est clair. Vous pouvez repartir sur le terrain ou peut-être travailler au siège si on vous propose, s'il y a quelque chose qui convient. Aujourd'hui, de plus en plus, les parcours ils se font aussi non seulement entre les ONG, au sein de différentes ONG, mais ça peut être aussi en direction de la Commission européenne avec ECHO ou des Nations Unies. Je ne dis pas qu'il faut le faire parce qu'on est ONG, mais enfin ça se trouve. Et puis il y en a qui reviennent sur le secteur des entreprises et puis qui repartent. Donc c'est pas forcément de tout repos, mais le parcours il est possible. Je voudrais aussi terminer en disant que les ONG elles apportent une valeur ajoutée, c'est que au-delà des programmes qu'elles réalisent, et je vais prendre l'exemple de Solidarité Internationale, on a des programmes d'accès à l'eau potable, hygiène, l'assainissement, mais ce qu'on fait en plus, c'est qu'on a un combat pour l'accès à l'eau potable, hygiène, l'assainissement pour tous dans le monde. On s'est beaucoup battu pour que dans les ODD 2015-2030, il y ait un objectif eau, qui est l'objectif 6, ça n'existait pas dans les OMD, et on se bat tous les ans avec, lors de la journée mondiale de l'eau, avec un baromètre de l'eau, de l'hygiène et l'assainissement. Et ce que nous faisons, nous, à CF le fait sur la lutte contre la malnutrition, Handicap International l'a fait contre les mines antipersonnelles, mais maintenant les bombes à sous-munitions, et même maintenant, la guerre, c'est pas bombarder les civils. Donc je veux dire que les ONG, elles apportent une valeur ajoutée, c'est pas seulement les programmes, mais c'est porter des causes qui concernent des populations, y compris celles que vous ne secourez pas, mais qui ont besoin de lutter contre la malnutrition, les mines antipersonnelles et l'eau insalubre. Et puis un dernier point, ça a été évoqué par Thomas, les relations sur le terrain entre les expatriés et les nationaux sont très riches parce qu'en fait c'est effectivement un échange. Ils nous apportent la connaissance de leur pays, des réseaux, la culture, l'identité, la langue, enfin bon, tout ça est absolument indispensable. Nous, pour un expatrié, on a 10 nationaux. Hein, c'est ça, grosso modo, le ratio, c'est un expatrié égale 10 nationaux. Et là-dedans, il y a des gens qui sont chauffeurs, radio, mais il y a aussi des gens qui sont ingénieurs et qui deviennent demain des staffs internationaux. Donc eux, ils nous apportent ça, nous on apporte plutôt la gestion, l'organisation, les financements, de l'expérience dans d'autres pays que le leur, ce qui est aussi utile. Donc il y a vraiment cet échange et cet enrichissement. Je voudrais terminer en disant que l'humanitaire, c'est aussi, en tout cas ça c'est chez nous quelque chose qui est important, qu'on cherche à cultiver, c'est l'intérêt pour les
pays, enfin les populations, les pays dans lesquels on est. Quelle est leur culture, quelle est leur langue, quelle est leur histoire, quels sont leurs modes de vie, quelle est leur religion, quelle est leur identité. Enfin, il faut s'intéresser aux autres, non seulement pour les besoins primaires, mais aussi pour ce qu'ils sont, je dirais, en tant que personnes ou que population. Et c'est aussi un respect de cette différence qui est souvent un élément déterminant de leur dignité. Merci beaucoup Alain. Donc j'invite Sylvie Matteli, qui est directrice adjointe d'Aliris, à nous rejoindre pour synthétiser et clore ce débat. Merci Manuel, merci à tous d'être là. Pas facile l'exercice, merci pour le cadeau. Alors non seulement il faut synthétiser des débats extrêmement riches en 3 minutes et demie, si j'ai bien compté. Alors moi j'ai les défauts de mon âge, c'est que on m'a appris que pour faire une synthèse, il faut d'abord identifier la thèse et l'antithèse. Donc je vais essayer de partir comme ça simplifiera un petit peu les choses. Alors si je récapitule, du côté de la thèse, j'y mettrai le contexte. Avec, j'ai entendu la montée des instabilités, des insécurités, le développement de l'humanitaire dans ce contexte et finalement l'apparition de besoins croissants et plus particulièrement de besoins de compétences qui fait qu'à un moment donné, on a dû payer les humanitaires, on a dû distribuer des salaires. Le deuxième élément de cette thèse, c'est peut-être, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est la technicisation. Je crois que c'est le mot que tu as employé, la recherche d'efficacité. Et ça, bien évidemment, ça a un prix. Ça nécessite donc un salaire. Et s'il y a salaire, il y a augmentation de salaire. Et puis, augmentation de salaire, on tire la ficelle. Et on arrive à la carrière et à l'idée qu'on peut peut-être faire carrière dans l'humanitaire à partir du moment où on a des compétences et un potentiel. Il y a une question qui n'a pas été évoquée. Je m'excuse si je vise à côté, me semble-t-il, parce que je suis pas de ce secteur, mais c'est la question du modèle économique et des moyens financiers. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas à un moment donné des exigences croissantes de la part des bailleurs de fonds, mais aussi de la part de tout un chacun, quand on donne à des ONG, de savoir où va l'argent, de savoir comment ça se passe, quel est le modèle économique de tout ça, et donc il faut cadrer tout ça, et cadrer tout ça, ça conduit bien évidemment à une bureaucratisation, c'est des mots qui ont été employés, et dans le contexte également de l'aversion pour le risque, le besoin de cadrer également sur des contrats. On vient de parler à l'instant du CDI. Bref, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est encore de l'humanitaire? Alors j'avais une petite boutade, mais qui tombe à l'eau. Merci, vous m'avez cassé la baraque. J'avais posé la question, a-t-on déjà vu un Goldman Sachs faire de l'humanitaire? Vraisemblablement, la réponse est oui. Donc, c'est loupé pour moi, mais quoi qu'il en soit, l'antithèse, et c'est là que je voulais en venir, et c'est à cette transition-là que ça devait m'amener, l'antithèse, c'est l'engagement. C'est que l'humanitaire, c'est d'abord et avant tout un engagement. C'est pas un métier banal, c'est pas un job banal. C'est un engagement. Alain a parlé de savoir-être, et je crois que c'est fondamental. On risque sa vie, on voit des choses insupportables, peut-être des choses insurmontables. On a parlé du burn-out et de la difficulté à se confronter à cette réalité très compliquée, très difficile. Donc peut-on y arriver sans conviction? Peut-on y arriver sans engagement? La question a été posée et une partie de la réponse a été de dire que non, qu'à un moment donné, on ne fait pas ça par hasard et qu'on a besoin d'avoir ce type d'approche. Donc on a besoin aussi de défendre certaines valeurs. Alors, pour en arriver à la synthèse, finalement, il y a quand même la question qui a été posée autour de cet engagement, autour de ces valeurs, la question de la dérive de la profession. J'ai entendu des termes économiques qui m'ont rassuré, que j'ai compris. C'est la question de la conquête des parts de marché. Est-ce qu'on ne va pas faire son marché dans les missions humanitaires de plus en plus? Quoi qu'il en soit, en tout cas, face à la difficulté du métier, face à ces choses auxquelles on se trouve parfois confronté, j'ai aussi entendu qu'il fallait avoir un certain goût pour la difficulté. Et je trouvais très intéressant le petit débat qu'on a eu sur la question du CDI et finalement que les humanitaires ne sont pas preneurs de CDI. Et au fond, c'est peut-être la clé de cette question-là. Ce n'est pas un métier comme les autres. Et on y va parce qu'on aime ça et parce que, outre l'engagement, on a besoin aussi
de donner un sens à tout ça et de rechercher, alors peut-être une aventure, peut-être autre chose, mais quelque chose de différent. Pour autant, et j'en arrive à ma synthèse, et alors, je me posais la question de savoir, est-ce que c'est le seul métier qui demande un engagement ? Est-ce qu'un médecin n'est pas engagé ? Est-ce qu'un chirurgien qui soigne des petits nourrissons qui viennent de naître et qui tient au bout de ses doigts la vie ou la mort, la survie de ces petits nourrissons, il n'est pas lui aussi engagé ? Pourtant, il gagne plein de fric et il ne se cache pas de son envie de faire carrière. Et la plupart des jeunes qui s'engagent et qui tentent la fac de médecine, certains sont déterminés et engagés. Il y en a un certain nombre qui le font parce que c'est des métiers où on gagne vachement d'argent. Pour autant, est-ce qu'on est tous pourris ? Est-ce qu'ils sont pourris, ces médecins ? Et là, je crois qu'on touche du doigt la question qu'on a posée ce soir, directement ou indirectement. Est-ce qu'on doit choisir entre être bon ou être mauvais ? Alors, je sais que c'est le jour de la sortie de Star Wars, je crois, hein, avec on remet sur le devant de la scène Dark Vador et le côté sombre, etc., etc. Je vais vous épargner tout ça, j'y connais rien et c'est pas mon truc, mais outre cela, je crois qu'il y a deux questions qui sont posées et qui ont été posées ce soir par tout ce débat. C'est la question philosophique sur la nature humaine. Tu en as un tout petit peu parlé dans ton introduction et je crois que c'est la clé du sujet. On a abordé l'idée de l'éthique également, et je crois que c'est effectivement la réponse. C'est que là, on peut probablement faire carrière, on peut probablement professionnaliser tout ça, mais à un moment donné, ce qui reste et qui reste le fil conducteur de tout ça, c'est probablement la question de l'éthique et la question du pourquoi et des valeurs. Et puis le deuxième élément, plus matérialiste et moins philosophique, c'est l'élément de mutation de ce secteur vers l'économie sociale et solidaire, qui est une vraie question que j'ai entendue aux quelques stand-up auxquels j'ai participé systématiquement. Donc je crois que c'est vraiment dans une dimension prospective, c'est véritablement une question qui se pose de manière assez forte. Mais également l'élément alors je vais dire délocalisation, vous m'excuserez de mes vocables économiques, hein, on ne se refait pas, outre mon âge, je suis aussi économiste, vers le sud. Et finalement, ça me faisait penser, ce sera ma dernière phrase, à l'idée que l'humanitaire semble se normaliser et se rapprocher de plus en plus des grands mouvements que l'on constate, je vais dire sur le marché de l'emploi, mais dans l'économie en général. Et alors là, je conclurai en disant, mais au fond, on peut terminer par moi, humanitaire et carriériste, 2 points, et alors, mais remplacer le point d'interrogation par un point d'exclamation peut-être. Merci beaucoup. Exercice difficile auquel tu as brillamment répondu. Merci beaucoup Sylvie. Merci à tous pour votre attention. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain stand-up qui devrait avoir lieu fin février. La date est encore à déterminer, mais vous en serez avertis très rapidement. Merci à vous et bonne soirée. C'est beaucoup plus clair. Merci.